Mais au bout de 4 ans, Barack Obama commence à trouver que le métier d'avocat ne répond pas suffisamment à ses ambitions. Il veut changer les choses, être vraiment efficace. La politique sera l'étape suivante. Mark Pockempner est photographe. Dans les années 90, il décide de suivre les premiers pas en politique d'un jeune homme noir de Chicago. En 1995, Barack Obama s'est présenté aux élections locales. Il était déjà avocat et professeur à l'université de Chicago. Avec Hank de Zutter, qui était journaliste au Chicago Reader, on a fait un reportage sur lui. Je crois bien que c'est le premier reportage sur lui en tant que candidat politique. Mais au lieu de simplement passer 1 heure avec lui et de prendre 1 ou 2 photos pour le journal, j'ai décidé de le suivre sur plusieurs jours. Il était sur le terrain dans la circonscription de South Shore, dont il se proposait d'être le représentant au Sénat de l'Illinois. Et j'ai été frappé par sa capacité à parler avec tout le monde dans la rue. Il y avait encore des vieilles dames juives qui vivaient là, beaucoup de noirs, des vieux, des jeunes, certains appartenant à des gangs, tout ce que vous voulez. Et il était capable de s'adresser à chacun d'entre eux individuellement. Un jour, on se promenait dans une rue résidentielle et on est tombé sur un groupe de jeunes qui traînaient là. Ils jouaient au basket, je crois, et il est allé discuter avec eux. Et comme vous pouvez le voir, ils se sont littéralement illuminés par le simple fait qu'on s'intéressait à eux. Ça doit être la définition même du charisme, quand il vous suffit de vous approcher des gens et de leur dire 2 mots pour qu'ils aient l'air d'être branchés sur une prise électrique. Ils étaient excités rien que de le rencontrer. Et à l'époque, il n'était absolument pas connu. Personne ne savait qui c'était. Barack, en tout cas selon moi, est entré en politique parce que ça lui offrait la possibilité d'accomplir le même genre d'action sociale qu'il réalisait déjà en tant qu'avocat et animateur de quartier. C'est toujours la même question qu'il se posait. Comment faire cela le plus efficacement possible? Et désormais, au niveau gouvernemental, quel rôle il pouvait jouer? On passait beaucoup de temps à discuter ensemble, et on ne peut vraiment pas dire que c'était la ruée médiatique, il n'y avait que moi. Donc j'ai eu l'occasion de l'interroger sur ce qu'il avait envie de faire, ce à quoi il croyait, là d'où il venait. Je suis tombé sous le charme et j'espérais vraiment qu'il irait loin. Bien sûr, à la fois Hank et moi, on se disait, comme beaucoup d'autres, se le disait à l'époque, ce type pourrait bien devenir président. Sur le moment, on en rigolait, mais la vérité, c'est qu'il en avait l'étoffe. Il avait l'avantage d'être quelqu'un de très avenant, très intelligent. Et pour ce que j'en voyais, c'était un vrai progressiste. Et à Chicago, quand on est noir, intellectuel et démocrate, on habite forcément à Hyde Park. Hyde Park, un îlot où noirs et blancs cohabitent. Exemple type du métissage réussi, une exception en Amérique. En 1996, Barack Obama est candidat démocrate au Sénat de l'Illinois pour représenter ce district. Ancien professeur, Timilus Black habite ce quartier depuis les années 30. Quand Barack a fait son apparition, en particulier dans un quartier comme Hyde Park, qui sur le plan politique est un quartier assez complexe, il avait non seulement l'avantage d'être un type remarquablement brillant, mais aussi très sympathique. Quelqu'un capable d'avoir un impact bien au-delà de la communauté noire, et c'est ce qui s'est passé. En raison de sa propre histoire, de l'héritage de ses parents, de tous les voyages qu'il a fait dans son enfance, il avait une expérience très variée du point de vue humain. Et comme il n'avait jamais subi les affronts directs du racisme, contrairement à la plupart d'entre nous ici, il avait plus de liberté pour faire tomber les barrières. Et c'est ce qu'il a fait. On pourrait décrire Hyde Park comme un quartier universitaire, car c'est là que se trouve l'université de Chicago. Un quartier traditionnellement blanc, mais à mesure que le quartier noir de Southside s'est étendu, on a vu arriver de plus en plus de familles afro-américaines.
Traditionnellement, c'est une communauté de classe moyenne qui avait inventé ses propres mécanismes d'intégration. Ces mécanismes permettaient à des Noirs américains de la classe moyenne de s'installer dans ce quartier, mais excluaient largement les Noirs américains de la classe ouvrière. Donc ce quartier a toujours été un assez bon exemple d'intégration raciale, ou en tout cas de mixité, mais d'un point de vue économique, il est plutôt uniformément classe moyenne. Donc pour Obama, c'était à la fois une bonne base politique et aussi un des rares endroits où un Noir américain de la classe moyenne pouvait vivre avec sa famille en bon voisinage avec des Blancs. En 1996, Barack Obama est élu au Sénat de l'État de l'Illinois. C'est sa première victoire politique. Il a 35 ans. John Bauman dirige une importante organisation caritative de lutte contre la pauvreté. Il travaille étroitement avec les politiques locaux, dont les sénateurs, pour faire avancer les lois. J'ai connu Barack Obama quand il a été élu pour la première fois au Sénat de l'Illinois au milieu des années 90. Il faisait partie de la commission sénatoriale chargée des questions qui nous concernaient de près, comme la réforme du système de santé, le développement de l'emploi, l'assurance maladie. On s'était lancé dans un plaidoyer auprès du corps législatif, donc on a tout de suite travaillé avec le sénateur Obama parce qu'il faisait partie d'une des principales commissions. I think at some point we've got to make a decision on behalf of working families of Illinois. I congratulate Senator Lightfoot. I urge an aye vote. Il était prêt à travailler avec les républicains ou avec d'autres personnes qui ne partageaient pas ses opinions. Sa méthode consistait à faire asseoir tout le monde autour d'une table, à commencer par voir sur quoi on pouvait d'emblée tomber d'accord, et ensuite à trouver un compromis qui satisferait toutes les parties. The voting is open. Have all voted who wish? Have all voted who wish? Have all voted who wish? Take the record. On that question, there are 33 members voting yes, 23 members voting no, and the bill is declared passed. À Chicago, la politique consiste essentiellement à connaître les bonnes personnes. Et Obama était très bon à ce jeu-là. À l'époque où il était animateur de quartier, ça faisait justement partie de son boulot. Bien comprendre les réseaux de pouvoir, savoir qui fait quoi, et emmener les gens de votre communauté, les vrais gens, rencontrer les représentants du pouvoir. Il avait l'oreille du président du Sénat. Ça compte, parce que c'est la direction de la Chambre qui nomme les présidents des commissions dans lesquelles vous pouvez vous retrouver avec des missions importantes. Par exemple, Obama s'est vu confier la tâche de parvenir à un compromis sur l'enregistrement vidéo des aveux. En filmant les interrogatoires de police, on pouvait désormais savoir si des aveux étaient réels ou s'ils avaient été obtenus par la violence. Et bien sûr, c'était une question extrêmement délicate et controversée. Mais il a réussi à rassembler les représentants de la police, des associations de citoyens, de défense des libertés civiles et à leur faire accoucher d'un compromis. Un grand pragmatique. C'est une des caractéristiques d'Obama, cet art du compromis qu'il développe durant ses premières années au Sénat. Mais un pragmatique ambitieux. En 2000, contre l'avis de tous, il entre en campagne pour un siège à la Chambre des représentants au Congrès américain. Il s'y cassera les dents. En face de lui, dans la course, il y a un autre homme politique noir, démocrate, Bobby Rush. Honnêtement, c'était pas une bonne idée pour Barack de se lancer dans cette course. Se présenter face à Bobby Rush, pourquoi pas, s'il voulait faire ses armes politiquement. Mais c'était pas la bonne élection. Car l'enjeu de cette campagne était grand. Ce siège au Congrès aurait été un véritable tremplin national pour sa carrière. Mais Bobby Rush, lui, occupait depuis 40 ans la scène politique noire américaine, et on ne s'attaque pas impunément à un symbole historique. Obama était considéré comme le représentant des classes moyennes, pas des familles noires pauvres, alors que Rush avait une base très solide parmi les Afro-Américains les plus pauvres. Donc c'était plus un enjeu de classe que de race. Le député Bobby Rush était un membre des Black Panthers. Je l'ai connu quand nous avions tous les deux 18 ans. Bobby était un personnage très apprécié et un des leaders de cette communauté.
Bobby Rush était étroitement lié à la machine politique de Chicago. Il était quasiment imbattable. Obama vous le dirait lui-même, sur ce coup-là, il a été un peu trop optimiste et ça lui a servi de leçon. Jusque-là, son ascension politique avait été sans faille. C'est le premier échec de Barack Obama. Obama était un jeune homme ambitieux qui n'avait pas passé comme nous 20, 30 ou 40 ans à militer sur le terrain. Mais il avait compris qu'il faut surtout multiplier les contacts pour avancer. Je pense que c'est le genre de choses dont les gens ont peur de parler. Vous savez, on a franchi des étapes. Ça a été un long chemin pour obtenir le droit de vote. Il y a eu beaucoup de sueur et de larmes. Ma grand-mère a été mise à l'index pour avoir manifesté en faveur du droit de vote. Et dans le Tennessee, où j'ai grandi les 10 premières années de ma vie, je me souviens que la ségrégation s'appliquait jusqu'aux arrêts de bus. Quand je suis arrivée à Chicago, on devait aller du côté réservé pour les Noirs et suivre les panneaux pour les Noirs. Et dans le Tennessee, il y avait un café où on devait entrer par la porte de derrière. Vous voyez, je suis assez jeune pour me souvenir de tout ça. L'histoire des Noirs américains s'inscrit dans cette lutte pour les droits civiques menée dans les années 60. Une lutte incarnée alors par Martin Luther King, puis par d'autres pasteurs comme Jesse Jackson, figure de la cause noire dans les décennies qui ont suivi. Donc, d'un côté, Obama ne fait pas partie des gens qui auraient pu être là avec nous à ce barbecue. Mais d'un autre côté, il est d'une nouvelle génération et on est plutôt content de ça. Il n'est pas obligé d'être issu de notre mouvement. Il est le bénéficiaire de tout ce qu'on a fait et aujourd'hui, c'est lui qui nous représente. On ne le considère pas comme un super opportuniste, vous savez. C'est un homme politique qui a de la jugeote, il avait un objectif et il a tout fait pour y arriver. Après son échec face à Bobby Rush, Barack Obama retourne pour quelques années sur les bancs du Sénat de l'Illinois. Il y attend son heure. The terrorists will not be stopped by mercy or by conscience. Les années 2000, c'est le grand virage de la politique américaine. L'élection de George W. Bush, le choc du 11 septembre, la décision d'envahir l'Irak et la contestation grandissante au sein de la population. Encore jeune sénateur dans l'État de l'Illinois, Barack Obama n'hésite pas en 2002 à clamer son opposition à la guerre en Irak. I don't oppose war in all circumstances, and when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism. What I do oppose is a dumb war. La situation en 2002 à Chicago et dans le reste du pays était catastrophique. La cote de popularité de Bush tournait autour de 90% et la répression était féroce. À ce moment-là, Barack était un jeune politicien charmant, brillant, et il faisait partie des dizaines d'autres que nous avions invités à s'exprimer à cette manifestation. Je ne suis pas allé à cette manif pour le photographier lui. J'avais photographié des centaines de manifs anti-guerre depuis 68, quand j'ai eu mon premier appareil et que je suis allé traîner dans les manifs avant la convention démocrate. Je ne savais pas spécialement que ça deviendrait une photo importante. Et finalement, il se trouve que c'est la seule et unique image de lui à la tribune de ce rassemblement anti-guerre. Alors maintenant, comment je pouvais savoir qu'Obama deviendrait quelqu'un d'important? Je ne le savais pas, si ce n'est que j'avais déjà passé du temps avec lui, que je l'admirais et que je suivais sa carrière de près. Spent some time with him and admired him and was following his career. C'était le plus haut fonctionnaire élu qui avait accepté de participer à cette manifestation et d'exprimer ouvertement son opposition à la guerre. Le parvis était rempli de gens comme moi, des militants anti-guerre de longue date, assez radicaux. Et au lieu de nous caresser dans le sens du poil, il nous a clairement fait comprendre qu'il n'était pas comme nous. Il n'était pas un anti-guerre radical, ni un anti-impérialiste. Il disait « Cette guerre est une erreur de jugement. Je ne suis pas contre toutes les guerres, mais je suis contre celles qui sont sans fondement, qui reposent sur des mensonges et qui sont mal conçues en termes de stratégie pour pouvoir les mener et les gagner. » Pas d'idéologie chez Obama, du pragmatisme encore et toujours. Barack Obama creuse son sillon. 2004 sera le moment de faire le grand saut. Il entre en campagne, cette fois pour le Sénat des États-Unis, à Washington. Toujours cette ambition d'une envergure nationale.
Quand il a décidé de se présenter au Sénat des États-Unis, ce qui était un grand pas pour lui, on en a parlé et je me souviens qu'il m'a dit « Il nous faut un réseau de terrain à l'échelle de tout l'Illinois, comme celui qu'on a ici à l'échelle de la ville. » Je lui ai répondu « On a déjà quelque chose qui y ressemble. » À l'époque, j'étais président de la Convention baptiste de l'Illinois et je lui ai dit « On pourrait commencer par te faire venir à la Convention. Je m'arrangerai pour que tu puisses t'adresser à tous les pasteurs présents et peut-être prendre des rendez-vous pour que tu passes les voir dans leur bureau comme tu l'as fait avec moi. On peut faire ça à l'échelle de l'État. Et c'est comme ça que tu construiras ton réseau. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu à une réunion que nous tenions à Danville. Je lui ai donné une dizaine de minutes pour se présenter et ensuite j'ai clos la réunion et j'ai demandé à tous les pasteurs de venir me rejoindre dans le hall. Ils sont sortis un par un et je leur ai dit « Maintenant, je veux que vous donniez tous votre carte de visite à cet homme. Il va vous appeler, vous allez prendre rendez-vous et lui parler. » Et je crois que ça a été le début de son organisation dans l'Illinois pour la campagne des élections sénatoriales, qu'il a fini par remporter. Quand Barack a décidé de se présenter au Sénat des États-Unis, c'était sur la base d'un réseau d'associations progressistes et d'amitiés qu'il s'était faites au Sénat de l'Illinois, qui en réalité a été son tremplin. Mes opinions et mon engagement politique ont été forgés dans les années 60, pendant le mouvement pour les droits civils et contre la guerre du Vietnam. On est nombreux à être restés ensuite dans cette ville. Et à mesure que les temps ont changé, on s'est engagé à la fois dans le Parti démocrate et dans les grandes causes qui ont nourri la politique démocrate et créé le contexte dans lequel elle a pu se développer. Quand j'ai organisé ma première réunion de soutien à Barack à l'hiver 2003, alors qu'il était candidat aux élections sénatoriales, j'avais invité les groupes anti-guerre et les groupes féministes et progressistes que je connaissais. Ça se passait ici même, chez moi. Et comme c'était la première fois, je n'ai pas demandé d'argent. J'ai juste dit à tout le monde, venez rencontrer ce type. Vous l'avez déjà entendu parler en octobre, venez donc voir ce qu'il a sous le pied. Vous ferez un don seulement si vous voulez. Et finalement, les gens ont donné. Je crois bien qu'on a récolté 10 000 $ ce soir-là, rien que sur le charisme de cet homme, sa personnalité. Et puis, quelques mois plus tard, au printemps, j'ai organisé un deuxième meeting avec plus de gens et cette fois-ci, on a collecté pas loin de 100 000 $. Mais entre-temps, il était devenu clair que Barack avait vraiment ses chances. Tout le monde avait remarqué ses qualités et il avait acquis un soutien très large. 2004, c'est aussi l'année de l'élection présidentielle. Le jeune sénateur Obama est invité à prononcer le discours d'ouverture à la Convention démocrate de Boston, qui investit le candidat John Kerry. Il était candidat au Sénat, ça s'annonçait très bien pour lui, il avait remporté les primaires. Il était donc le porte-drapeau démocrate dans une élection importante. Et ils ont voulu l'aider en lui offrant une tribune nationale. Celui qui fait le discours d'ouverture est généralement quelqu'un qui est candidat dans un État clé. Et les démocrates ont dû se dire que le fait que ce soit un Afro-Américain était un plus. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. That fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams and yet still come together as one American family. Je doute qu'ils s'attendaient à cela. Enfin, peut-être que quelqu'un avait fait son boulot et leur avait dit « Ce type est vraiment unique. Prenez-le, il sera à la hauteur. » There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Cette première apparition sur la scène nationale fut une révélation. Il était déjà très connu dans l'Illinois et toute la région, mais le reste du pays ne le connaissait pas. Donc c'était un peu son baptême à l'échelle nationale. Barack Obama gagne son siège au Sénat des États-Unis. Il a réussi. Enfin, sur la scène nationale, il a intégré la machine démocrate.
Son ascension aura été fulgurante. Après tout, son parcours politique n'avait commencé que 8 ans auparavant à Chicago. Je me souviens, dans les quartiers sud de Chicago, les gens disaient de Barack qu'un jour il serait président des États-Unis. Et moi je me disais, mais qui est ce type pour avoir fait une telle impression aux gens qui le veulent comme président? Parce que c'est quand même pas un petit compliment. Et ensuite, quand je l'ai rencontré, je lui ai répété ce qu'on disait de lui et ça l'a vraiment fait rigoler. Le 10 février 2007, devant une foule rassemblée à Springfield, dans l'Illinois, Barack Obama se lance dans la course ultime. State Capitol, where Lincoln once called on a house divided to stand together, where common hopes and common dreams still live, I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. On me posait des questions sur Barack. J'ai répondu, il n'a aucune chance. C'était en août 2007. Et beaucoup de Noirs le pensaient jusqu'au caucus de l'Iowa en janvier 2008. Qu'un État à 95% blanc puisse voter pour Barack, alors là, les Noirs ont commencé à se dire « Ah bon, les Blancs votent pour Barack ?» Et à partir de là, ça a fait boule de neige. Barack Obama finishes first with 38% of the vote. Barack Obama has won the Iowa caucuses. Iowa, the first big test of the 2008 presidential campaign. I'm telling you, Keith, history, this is Lexington and Concord. This is going around the world right now. They said our sights were set too high. They said this country was too divided, too disillusioned to ever come together around a common purpose. But on this January night, at this defining moment in history, you have done what the cynics said we couldn't do. Si vous regardez les débuts de sa campagne présidentielle, il a fait un travail de terrain auprès des militants de base. Et c'est exactement le genre de campagne que faisait Harold Washington, du terrain. À l'époque, les gens donnaient $1, $5, $10, de la même façon que Barack récolte maintenant des millions de dollars avec le même genre d'organisation. Donc, je pense qu'il a beaucoup appris durant toutes ces années, ici, à Chicago. Et je crois que si Barack a gagné jusqu'à présent, c'est parce qu'il a poussé à s'inscrire sur les listes un nombre considérable de nouveaux électeurs et qu'il s'adresse à un nouveau public. Un public de mécontents, des gens qui ont le sentiment que l'appareil politique ne s'est jamais vraiment adressé à eux. Et je pense qu'il s'adresse en particulier aux jeunes, à la génération post-droit civique qui ne voit pas exactement la question raciale comme la génération d'avant. Cette campagne de terrain, au plus près des électeurs, porte ses fruits. Barack Obama devance peu à peu sa rivale, Hillary Clinton, dans cette course aux primaires démocrates, début 2008. Hillary Clinton qui pourtant partait favorite auprès de la machine démocrate. État après État, Barack Obama s'impose comme le candidat de tous les démocrates. How's it going, San Antonio? We won in Louisiana. We won in Nebraska. We won in Washington State. We won North, we won South, we won in between. Mais en mars 2008, un scandale vient menacer cette ascension. The government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a three-strike law, and then wants us to sing God Bless America. No, no, no. Not God Bless America. God damn America. Ces images datant de 2003 sont diffusées en boucle sur toutes les chaînes. Elles montrent un prêche de Jeremiah Wright, le pasteur de Barack Obama, et ami de très longue date. Obama fréquentait son église depuis des années dans le sud de Chicago.
Le pasteur Wright n'est pas un extrémiste. Non, c'est un bon Américain qui essaie de faire en sorte que l'Amérique tienne ses promesses. Pour tout le monde. Pas simplement pour les Blancs, mais vraiment pour tout le monde. Il n'exclut personne. Il dénonce l'Amérique d'aujourd'hui parce qu'elle n'a pas réalisé le rêve de Martin Luther King, ni la promesse inscrite dans la Constitution des États-Unis et dans la Déclaration d'indépendance que tous les hommes naissent égaux. Ce que dit aussi la morale chrétienne à laquelle on prétend obéir. Et c'est partant de cette idée qu'il a dit que Dieu maudisse l'Amérique. Quand la polémique sur le pasteur Wright a commencé à faire trop de bruit, c'est devenu gênant pour la campagne d'Obama, qui, lui, essayait de modérer ses positions. Et puis ça a ouvert la boîte de Pandore sur les problèmes internes à la communauté noire. Obama avait passé 1 an et demi à éviter à tout prix les questions raciales, en faisant glisser le débat vers des problèmes de classe. C'est donc à contre-cœur que Barack Obama empoigne la question raciale dans un discours qui fera date. I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas. I am married to a black American who carries within her the blood of slaves and slave owners. An inheritance we pass on to our 2 precious daughters. At various stages in the campaign, some commentators have deemed me either too black or not black enough. We've heard my former pastor, Jeremiah Wright, use incendiary language to express views that have the potential not only to widen the racial divide, that denigrate both the greatness and the goodness of our nation, and that rightly offend white and black alike. I can no more disown him than I can disown the black community. I can no more disown him than I can disown my white grandmother, a woman who helped raise me, a woman who sacrificed again and again for me, a woman who loves me as much as she loves anything in this world, but a woman who once confessed her fear of black men who passed her by on the street. Je pense que dans ce discours, il n'en disait pas assez, parce qu'il n'a pas évoqué les problèmes structurels de racisme vis-à-vis des Noirs aux États-Unis. Et ce discours est arrivé trop tard. Obama y a été contraint et forcé. Il n'avait pas eu auparavant l'initiative d'aborder de front le problème de la race. C'est son propre camp finalement qui l'a poussé à faire ce discours. C'est pour ça que je pense que c'était trop tard. Ça m'énerve les gens qui disent que ce n'est pas une question de race. Nous sommes en Amérique, c'est une question de race, ok? Et ça ne me gêne pas. Il y a un vrai débat autour de la race et je pense que tout le monde doit être fier de sa couleur. C'est un homme noir qui est candidat à la présidence et je pense que les gens doivent comprendre que les Noirs ne votent pas pour lui parce qu'il est noir. C'est juste un bonus le fait qu'il soit noir. Nous votons pour lui parce que c'est un type phénoménal. Même si je ne partage pas tous ses choix, mais je les accepte et honnêtement, je pense que c'est le meilleur des candidats. C'est super qu'aujourd'hui, dans ce pays, des jeunes qui ne sont même pas habitués à voir des médecins noirs puissent regarder ce frère noir qui est au premier plan et se dire « Moi aussi, j'ai des opportunités et je peux faire mieux ». Written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. That we are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Yes. C'est la première fois depuis Harold Washington que je vais pouvoir voter pour quelqu'un que j'ai vraiment envie de mettre au pouvoir, au lieu de voter contre quelqu'un que j'ai envie de mettre dehors. Ça peut paraître idiot, mais c'est énorme. En fait, il y a l'audace d'espérer, comme le titre de son livre. C'est vraiment le cas. Et il dit réellement beaucoup de choses qui me plaisent. We want an end to this war, and we want diplomacy and peace. Not only can we save the environment, we can create jobs and opportunity.
We're tired of fear, we're tired of division. We want something new. We want to turn the page. The world as it is not the world. We would go around the world. On est capable d'aller aux quatre coins de la planète pour s'occuper des autres. Mais quand il s'agit de donner une éducation de qualité à nos enfants, on n'y arrive pas. De donner une assurance maladie à nos enfants, on n'y arrive pas. D'empêcher que nos emplois partent à l'étranger, on n'y arrive pas. Alors, Obama nous donne un sentiment d'espoir parce que quand vous le voyez en meeting, bien sûr c'est un homme politique, donc il doit jouer son rôle. Mais s'il y a une chose que je peux dire à son sujet, d'après ce que j'ai vu de lui à l'époque où il était travailleur social dans les quartiers noirs, c'est qu'il sait écouter. Donc, pour la première fois, on va avoir un président qui va nous écouter. Peut-être qu'il ne va pas être capable de résoudre tous les problèmes, mais au moins, il va écouter.